conférence de presse. Nous avions planifié une conférence tout de suite après pour un film iranien. Malheureusement, pour des raisons qu'on ne peut pas exposer ici, ils ne peuvent pas être ici, mais il y aura des gens tout de suite après cette conférence qui voudraient vous adresser la parole, des gens de la délégation iranienne, des producteurs. Alors, partez pas tout de suite après la conférence, s'il vous plaît, ils seraient bien contents de pouvoir vous parler. Alors, bienvenue à cette première conférence de presse pour aujourd'hui, le 30 août. Welcome to this first press conference for today, the 30th of August. Je suis ici avec l'équipe du film Land. C'est un film en compétition de la France. I'm here with the team of Land. It's a competition film from France. Alors, à ma gauche, j'ai le réalisateur François-Xavier Vive. He's the director. Et à sa gauche, j'ai Marie Guillan. Gilan, elle vient de me dire, qui est l'interprète, vous l'aurez reconnu. In the order, I named the director and the actress. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, approchez-vous du micro, identifiez-vous et parlez très clairement. Merci. Allez. Rebonjour. Yubi, revue Humanité québécoise. Ma question, ce n'est pas une question qu'on répond par oui et par non, c'est un petit avertissement. Sur pas à peu près 50 minutes, les ouvriers sont les antagonistes parce que Marie Gillin joue la protagoniste. Vous ne les démonisez pas, mais ils jouent justement les antagonistes. Et le film se termine par un dernier coup d'éclat des ouvriers. La réalisation de l'héroïne n'est pas matérialisée, mais détruite. Et vous terminez votre film comme ça. Est-ce que c'est un espèce de regard nostalgique sur la fin d'un ère féodale et la vision, l'émergence d'un prolétariat qui se lève? Je sais que vous n'avez pas voulu faire un film politique, mais il demeure que la fin m'a donné cette espèce d'impression. Est-ce que je peux me permettre, juste avant que vous répondiez, de demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin d'une traduction en anglais? Parce que comme ça, sinon, on va pouvoir leur laisser s'exprimer beaucoup plus longtemps. Quelqu'un a besoin d'une traduction en anglais? Une fois, deux fois? Bon, alors on va le faire en français. Allez-y. Oui, alors effectivement, ça appellerait une réponse assez longue. Je ne sais pas si tu voudras intervenir là-dessus. C'est ton domaine. La nostalgie, sûrement pas. Il n'y a aucune nostalgie pour moi dans ce film, même si c'est un sentiment que j'aime beaucoup et qui a beaucoup nourri mes autres travaux. Alors, en fait, quelque part, c'est quand même un projet un peu politique. C'est vrai qu'il y a une envie romantique, il y a une envie d'un film des grands espaces, à notre mesure, très modestement, mais c'est aussi quand même un propos politique, dès lors qu'on a voulu, je pense, faire une sorte de fable sur la modernité, si vous voulez, et surtout évoquer la fin d'un monde, et un monde crépusculaire qui est celui de ces bourgeois terriens de la forêt, qui sont agrippés à des logiques du XIXe siècle, et Liena, l'héroïne du film, elle est tout à fait différente d'eux. Elle intuitionne qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, qu'il y a un autre siècle qui est en train de s'ouvrir. Et elle a l'énergie, elle a cette intuition de modernité qui va avec ce nouveau siècle, en fait. C'est surtout ça qu'on veut dire. Donc, il se trouve qu'elle ne construit pas une pensée politique, disons, clé en main, voilà, totalement abouti. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment un être d'intuition. Ça, c'est pour moi quelque chose de tout à fait simple, mais quand même très politique, et c'est en ça qu'elle se réunit, même sans vraiment le vouloir, avec des sentiments, des envies, une émancipation sociale qu'il y a dans l'univers de ces espèces de cerfs de la forêt,
métayers, ces fermiers, qui eux aussi essaient de se structurer pour essayer de faire bouger leur réalité, la société dans laquelle ils sont pris. Donc elle va se trouver accompagnée, se mettre en phase avec ces gens-là. Mais c'est presque fortuit, c'est vraiment parce qu'elle a en elle une intuition de modernité que tout ça peut se toucher, se rejoindre, s'accompagner. Voilà, elle est un peu un catalyseur, si vous voulez, d'un changement. Excusez-moi, je suis un peu loin. La question est longue. Ben, c'est pour ça que j'ai posé la question au début. Hein, comme ça, non, mais du coup, je j'aurais une question moi-même, on en a parlé juste avant. En fait, cette question, vous avez mentionné, vous m'avez parlé d'une ellipse dans le film, dans le sens où c'est un film qui commence assez tard dans une histoire qu'on imagine, et ça finit aussi dans une histoire qu'on peut imaginer. Et c'est un choix qui me paraissait intéressant. J'avais utilisé le mot peut-être minimaliste. Peut-être pourriez-vous nous expliquer un peu comment vous voyez cette forme et pourquoi vous l'avez imaginé ainsi dans le film? C'est un projet qui est un peu compliqué, puisque évidemment c'est mon premier long métrage, et en France, quand on présentait le projet, on disait un premier long métrage, un film d'époque en costume, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Et les financeurs français vraiment étaient assez dubitatifs. Voilà, mais il y avait un peu un procès en classicisme dès lors qu'on voulait parler d'une époque dans le passé, dans une province française. Mais je crois que, et ça me fait très plaisir que vous ayez mentionné ça, parce que au contraire, je pense que le film n'est pas si classique qu'il en a l'air. C'est une forme, effectivement, qui procède vraiment par ellipse, qui procède par fragments. Et le film, au fond, c'est ce que je disais au début de la projection, pour présenter le film au public, c'est vraiment un moment de vie, quoi. Et on va prendre quelques mois dans la vie d'une femme. C'est pas 24 heures dans la vie d'une femme, mais c'est quelques mois dans la vie d'une femme, et c'est des mois décisifs, des mois clés de transformation pour elle et pour le pays dans lequel elle vit. Mais effectivement, on a construit le film sur un mode comme ça de crescendo, et plus le film avance, plus les ellipses sont violentes au fond, et plus le film s'accélère pour aller jusqu'à une accélération finale qui va dans le sens d'une tragédie violente. Voilà. Donc il a dans son rythme, dans sa construction, quelque chose qui au fond n'est pas si classique, et qui effectivement fait que c'est plus un film de petits détails, de petites choses qui sont tissées, que de grands moments de fresques développés. Voilà. C'est aussi un choix qui était un choix qu'on a fait, parce qu'on savait qu'on n'aurait jamais les moyens de déployer une fresque gigantesque, comme certains grands films hollywoodiens le font, ou d'autres films d'époque en France. Donc il fallait qu'on trouve une adéquation entre nos moyens et le récit que l'on voulait développer. Si je me permets, je pense que ça a fonctionné. Là, merci beaucoup. Vous allez nous chanter une chanson? Non mais vous avez très... Bienvenue à Montréal. Il y a une image qui m'a frappé toujours dans votre film. Les rangées des arbres, je pense que ce sont des sapins. Ça fait comme un rideau. Ça fait, pardon? Comme un rideau. Oui. Et vous avez répété ça plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une signification pour ça? Deuxièmement, le film, c'est un film presque féministe, parce que toutes les personnages charmantes, actrices et les autres, on dirait que c'est un film féministe. Toutes les femmes, elles ont des caractères, personnalité, ils prennent des décisions. Est-ce que ça vaut aussi de souligner cet aspect? Merci. Oui, bah pour moi c'est un film féministe. C'est une héroïne féministe. Je laisserai répondre là-dessus peut-être. Juste pour... ça me fait très plaisir que vous ayez mentionné ça par rapport à la ligne des arbres, puisque effectivement dans les Landes, dans cette partie du territoire français, il y a vraiment un désert immense qui a été recouvert par décision humaine d'une forêt de pins, une espèce de monoculture du pin maritime, parce que au niveau du Second Empire, fin du 19e siècle, il y a eu ce projet d'assainir ce désert qui était jugé archaïque et malsain. Et donc cette forêt s'est généralisée, a jailli de terre. Ça c'est une œuvre humaine, comme on peut en voir souvent dans des territoires de colonisation, parfois violents. Et c'est vrai que c'est une forêt qui a une beauté, parce qu'une forêt gigantesque, et je pense qu'au Québec et au Canada,
au niveau des forêts, vous en connaissez un rayon. Il y a une force, une majesté, une beauté, mais il y a aussi quelque chose d'enfermant. Et dans le film, ce qu'on souhaitait aussi induire, c'est que c'est un peu comme une forêt-prison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui encage l'horizon. Vous avez senti, ces pins, c'est aussi comme les barreaux d'une prison. Et les personnages, l'héroïne de ce film est aussi à la fois impressionnée par cette forêt, mais aussi elle est prise dans cette prison, si vous voulez. C'est pour ça qu'on voulait filmer de manière assez frontale et assez graphique ces alignements verticaux qui sont au fond graphiquement l'opposé absolu de l'origine même de ce paysage, qui est un paysage horizontal de vastes déserts horizontaux, le ciel et puis la bande de terre horizontale. Et avec l'œuvre humaine, ça s'est transformé en quelque part une multiplication à l'infini de motifs verticaux. Si voilà, ça c'est mon délire à moi un peu. Mais voilà, mais après, effectivement, il y a une dimension féministe. Peut-être que tu peux dire deux mots. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs figures féminines dans le film. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes féministes. Liena, elle est féministe, mais malgré elle, je crois que c'est un instinct de sauver l'honneur de son mari dans un premier temps qui lui fait prendre un peu la relève dans ce projet d'électricité. Mais le film commence sur cette perte de l'être cher, sur ce deuil, mais on sent quand même qu'il y a des restes de la femme libre qu'elle était avant. C'était sans doute son mari lui avait donné un peu une place de choix. C'était un couple peut-être un peu fantaisiste parce qu'il lui avait fait partager son rêve, mais elle en était restée quand même au stade de la femme bourgeoise qui n'avait pas vraiment vu le monde et qui rêvait un petit peu de Manhattan sur du papier glacé. Et donc petit à petit elle est confrontée à ce monde d'hommes, parce qu'à l'époque c'était évidemment les hommes qui géraient les domaines. Il y a l'autre femme qui est Madame Hector, qui elle a une personnalité très dure, qu'elle s'est forgée parce qu'elle n'avait pas le choix, et que pour exister, pour durer dans ce monde d'hommes, je crois qu'il fallait avoir une sacrée carapace pour dissimuler un petit peu sa fragilité et sa féminité. Mais en tout cas, ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont déterminées dans leur combat, l'une et l'autre. C'est des femmes de tête. Et puis il y a le personnage de Miu Miu qui, elle, est pas du tout féministe. Enfin, pour moi, elle fait partie de l'ancien monde. Elle est un peu le cul entre deux chaises. Elle vit dans le passé, justement dans la nostalgie un peu de la femme bourgeoise, qui est un peu dans sa fonction, où elle trouvait peut-être leur petit espace de liberté en faisant du piano, en recevant d'autres dames. Bon, c'est pas très folichon comme destinée. Puis il y a l'autre femme qui est Cécile, qui est la maman de la petite Suzanne, qui elle représente aussi la femme brisée de l'époque, qui a vu son mari partir à la guerre, son mari qui est mort, qui n'est pas revenu, et finalement on lui a pas vraiment donné sa place en tant que femme. Donc je crois que Liena est un genre de pionnière du féminisme, parce que elle va vraiment bousculer toutes ces règles et toutes ces conditions de la femme. C'était dans ton sens? Mais en tout cas, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire en fait, notre envie dans le scénario, c'était de mettre en relation différents types de relations entre femmes, justement, différentes générations de femmes. Il y a un peu toutes les générations de femmes et différentes hypothèses de relations, d'interactions entre elles. Et souvent des interactions difficiles, délicates, rarement bienveillantes, mais bon, prises dans une vraie complexité. Et c'est vrai que au-delà de toutes ces héroïnes, ou en tout cas de tous ces personnages féminins, il y a l'héroïne, il y a Liena qui, elle, pour moi, préfigure quelque chose du féminisme, dans le sens où elle écoute, elle est fidèle à son énergie et elle avance, même si c'est chaotique, même si c'est un peu maladroit. Elle ne veut pas s'en laisser compter par le patriarcat qui règne encore, même s'il est porté par une femme, et en l'occurrence cette vieille Madame Hector. Le patriarcat est la règle et la façon dont la société est organisée, et Liena vient bousculer ça. Donc c'est une allusion à d'autres luttes qui vont émerger plus tard et qui continuent aujourd'hui et qui sont importantes aujourd'hui. Il y a aussi un autre personnage, en fait, pour continuer un peu dans la ligne où vous étiez.
Je ne sais pas si appeler tout à fait ça un érotisme, mais il y a comme une espèce de courant assez caché, ça se révèle avec le personnage de Ivan, mais il y a aussi le personnage révolutionnaire. Elle va quand même à sa maison, il y a quand même une rencontre assez énigmatique où à un moment donné, votre personnage est assez sensible. Je me demande si vous avez fait usage de ça vraiment consciemment, ou c'était quelque chose qui avec était... le syndicaliste? Oui, oui, avec le syndicaliste. Il y a quelque chose qui était comme presque de l'ordre de la séduction, mais pas tout à fait. Il y avait comme un jeu aussi d'une approche qui était, bon, antagoniste, mais en principe, ça arrive comme ça des fois. Il y a... Ouais. Non, ça me fait juste penser à la phrase que, à un moment donné, Liena s'agace contre Iban quand ils sortent de la... Ils sont allés voir les métayers, et, parce qu'elle pensait qu'ils n'avaient pas d'électricité, et puis évidemment elle est humiliée parce qu'elle se rend compte qu'ils avaient une ampoule qu'ils n'allumaient pas. Et sur le chemin du retour, elle lui dit mais vous dites, voilà, vous dites toujours amen à tout, jamais un mot plus haut que l'autre. Donc d'une certaine façon, quand elle rencontre Cachan, le syndicaliste, c'est ça qu'elle aime chez lui, c'est que c'est l'inverse, quoi. Il est aux antipodes. Il est dans la protestation, dans la répartie, et il ne dit certainement pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Et en cela, je crois qu'elle a besoin d'une épaule réconfortante qui est Iban, et aussi quelqu'un qui a son monde, son univers, et qui a ses limites aussi, parce que c'est quand même un homme, et à un moment donné, il la remet à sa place, il la recadre, parce qu'elle va trop loin. Et puis Cachan, oui, il y a une autre forme de séduction. C'est une relation impossible, qui n'a pas d'issue. Et c'est ça que je trouve très bien dans le film, c'est que François s'est pas laissé aller jusqu'au point où, voilà, on sent quand même qu'il y a des phéromones dans cette prison qui circulent, et il aurait pu se passer quelque chose de plus, mais c'est bien que ça en reste là. Malgré des barreaux, il y a un mur entre eux. Mais non, oui, tout à fait, non, juste, c'est vrai que vous avez bien senti, c'était ça, on aimait bien qu'il y ait, à travers ce personnage, qui est un personnage antagoniste, quand même une vraie rencontre, c'est-à-dire que ces deux-là se reconnaissent, quoi. Et évidemment, il est séduit, il est étonné, jamais il aurait pu imaginer, ce syndicaliste, que la plus grande propriétaire du coin, c'est cette femme-là, c'est cette personnalité-là, et il se trouve qu'elle va faire ce qu'elle va faire. C'est aux antipodes de toutes les idées préconçues qu'il avait. Et c'est vrai qu'il y a une surprise, une forme de séduction, il se plaise sans pouvoir se le dire, et c'est vrai qu'on aimait l'idée que dans notre temps, notre contexte, ils auraient pu se séduire, ils auraient pu se plaire vraiment. Mais évidemment, là, la réalité est telle que c'est absolument impossible. Mais il y a alors pour reparler d'électricité, voilà, il y a des... Comme ça, il y a un rayonnement, il y a une attraction électrique qui est forte entre eux, oui. Même si elle est tout à fait fugitive. Une question beaucoup plus légère cette fois-ci. Au fur et à mesure que le film progresse, j'ai l'impression que l'héroïne est de plus en plus isolée. En tout cas, les scènes où Marie est tout seul sont plus fréquentes, et ce sont des scènes où vous n'avez pas de parole. La scène dans la baignoire et bien sûr la scène finale contre les vagues à contre-courant. Est-ce que vous acceptez l'étiquette de fin pessimiste, et est-ce que jouer les scènes de silence où vous devez vous exprimer les sentiments et l'idée du réalisateur à travers le visage et sans faire usage des cordes vocales est plus difficile, ou quelle était la scène la plus difficile, ou quelle est la scène pour les deux, que ce soit pour l'interprète ou le réalisateur, quelle était la scène la plus difficile à donner au réalisateur, et quelle était la scène la plus difficile à obtenir de l'interprète pour le réalisateur? Plusieurs questions. Beaucoup de questions. De mon point de vue, je trouve qu'un film, il y a un moment donné dans le film où il faut que le film vraiment décolle, et en général quand le film décolle vraiment, on quitte un peu les scènes qui peuvent être explicatives, où il y a pas mal de texte. On en avait parlé avec François, du texte il y en a dans ce film, il y a beaucoup de scènes de répartie entre les personnages, de joutes un petit peu. Et donc c'était essentiel qu'à un moment donné le film, voilà, qu'on se plonge dans l'intimité de ce personnage, et qu'on entende
espèce de, voilà, de tourment intérieur, la puissance de la nature qui prend un petit peu le dessus, et cette espèce de fluidité aussi dramatique qui nous amène à la fin. Donc moi, en ce qui me concerne, j'aime ces scènes-là, j'aime ces scènes de silence, des scènes où on prend le temps de vivre les choses, beaucoup plus que les scènes explicatives où les personnages finalement ne font que dire ce qu'on a déjà vu, ou quelquefois ça peut être un manque de confiance, de se dire il faut qu'on explique parce que le spectateur n'a pas compris, mais le spectateur, en général, il faut lui faire confiance. Donc moi j'étais ravie de ces moments justement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais il y avait aussi la deuxième question de... Il y avait beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Ouais, la question des scènes difficiles pour vous à donner, pour elle à jouer, je sais pas. Oui, bon, mais c'est vrai que pour reboucler avec ce que vous disiez, comme c'est quand même un récit qui procède beaucoup par ellipse, et que effectivement, plus on s'approche de la fin, plus ces ellipses au fond sont violentes, ou en tout cas donnent un peu à la construction à la fois cette accélération qui peut donner un sentiment de fluidité aussi, parce que les choses glissent vite, et on se précipite un peu vers un dénouement tragique. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas mal de moments de silence, c'est pas mal de moments où... Mais c'est parce que je pense que ce qui se passait, c'est que les choses lui échappent. Plus on s'approche de la fin, plus les choses lui échappent, et moins d'ailleurs elle a envie de rester dans la logique qui était la sienne jusqu'alors dans le récit, si vous voulez. Comme c'est pas une politicienne, elle a essayé disons, de réaliser des choses, d'amener son énergie au service de choses qu'elle pressentait. Mais elle est dépassée par tout ça. Et donc, du coup, dans toute la fin du film, c'est des humeurs, c'est des sentiments qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont en fait son état à elle dans ces derniers moments-là. Il y a une envie de légèreté qui arrive, une envie de vivre cette histoire d'amour naissante, il y a une envie de se retrouver coquette, belle, de se retrouver de se relier avec sa féminité, avec ses plaisirs de femme coquette, qui aime les toilettes qu'on lui avait confisquées quand elle était jeune veuve. Donc tous ces moments-là, ce télescope, ce mix en fait, alors qu'elle a, par sa décision, déclenché un ouragan social, et quelque chose qui la dépasse, et dans lequel elle ne veut plus tellement être réalisée. Ces moments-là, moi je trouve que le silence, la façon dont on a utilise, on n'a pas besoin d'être plus impressionniste et d'autres moments plutôt dans le conflit. Je sais pas si je trouve que c'est, voilà, on est plus impressionniste si on veut sensoriel sur la fin, alors que dans le récit, effectivement, on fonctionne sur des joutes, sur des face-à-face, sur beaucoup de différents moments de confrontation en duo, comme ça, face à face, entre deux personnages. Moi j'aime bien cette figure de style-là. Et puis alors juste pour rapidement dire les scènes... Le pessimisme... le pessimisme. Son projet n'est pas abouti à l'intérieur du film, il est abouti une fois le générique... Oui, tout à fait. Non, mais pour moi c'est pas pessimiste. Pour moi ça rejoint une forme de réalisme, si on peut dire, même si pour moi tout ça est vraiment une fable, un conte sur la modernité, mais là où il y a la dureté du réel, c'est que justement, ça serait trop facile. Moi, j'ai pas eu envie de lui faciliter la tâche à cette héroïne. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais, elle induit des choses. Elle influence, elle est un catalyseur, mais ça la dépasse aussi. Et donc, ça va produire des effets, mais au-delà même de sa présence dans ce territoire. Elle va surtout, elle, réussir à une chose, c'est à se sauver de cet endroit. Et je pense que le film raconte une chose, c'est que entre les deuils qu'elle va subir, ces pertes violentes, toute la noirceur qu'elle va recevoir, ça va l'aider à une chose qui est cruciale, c'est à se sauver, à avoir au fond suffisamment d'énergie, d'impulsion à la fin des fins pour partir, pour traverser cet océan, parce que mon hypothèse, c'est que ce personnage mérite mieux que cet endroit-là, que cette forêt-là, que cette société finissante.
Elle a encore mieux à faire, elle est appelée à des ailleurs, plus lointains, voilà, elle a une dimension autre. Et voilà, et si vous voulez, la fin du film dit ça, c'est qu'elle est appelée vers un ailleurs. C'est un personnage qui peut se déployer plus joliment, plus complètement hors de cette forêt-prison, si vous voulez. Pour moi, c'est pas pessimiste, ça. Voilà, c'est juste que parfois, on essaie d'induire des choses, on sent qu'il y a des choses à faire, qu'on peut faire bouger une société ou les gens autour de nous. On n'y arrive pas complètement, mais en même temps, c'est quand même... il y a quelque chose qui est en germe, qu'on a pu transmettre, et qui peut être suffisant, mais pas tout de suite, il faut du temps. C'est ça que fait ce personnage. Elle met, voilà, il y a une forme de levain, et voilà, et la pâte, le pain va pouvoir prendre vraiment, mais au-delà d'elle, après même son passage dans ce territoire-là. Alors, on va devoir terminer ici. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. En rester des nôtres, tout de suite, on aura...